Salut et bienvenue dans la troisième partie de notre tutoriel consacré au développement d'un site web de A à Z. Donc dans cette partie, nous allons voir un petit peu comment interagir avec notre base de données et comment récupérer les informations. Donc histoire d'optimiser un petit peu tout ça, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles. Donc les modèles, ce sont tout simplement des objets qui vont être liés à une table. Donc on va avoir un objet globalement par table. Et ces objets vont hériter d'une classe qui s'appelle les modèles. Donc cette classe, c'est tout simplement une classe qui va permettre de faire les select, les updates, les inserts de manière automatique. Donc le principe au final, c'est lorsqu'on est dans un contrôleur, ce que je veux éviter à tout prix, c'est d'utiliser la syntaxe PDO et de faire mes requêtes à la mano. Donc de faire un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc moi, je veux faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je veux pouvoir charger un modèle en faisant par exemple load model, le nom du modèle qui correspond en fait au singulier d'une des tables, et ensuite faire une petite requête beaucoup plus simple à utiliser du style this post find all. Donc là vous voyez que la seconde syntaxe est évidemment beaucoup plus simple par rapport à la première. Alors, cette classe modèle, c'est aussi ce qu'on appelle une classe d'abstraction. Donc le principe, globalement, c'est d'éviter d'avoir à utiliser le langage de notre base de données et d'utiliser notre propre langage. Donc cette classe d'abstraction, l'avantage, c'est qu'elle va gérer tout ce qui est pénible, toutes les interactions avec la base de données. Donc dans ce tutoriel, nous allons développer cette classe à la main, mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des classes déjà créées. Donc des classes d'abstraction, il y en existe pas mal. Donc une des plus connues, c'est Doctrine, par exemple. Donc si vous êtes déjà habitué à Doctrine, vous pouvez tout simplement l'intégrer dans ce système. Donc on imagine par exemple que lorsque vous feriez un load model, ça irait charger une classe Doctrine. Donc nous, évidemment, le but c'est quand même d'apprendre, donc on va créer ce système de modèle nous-mêmes. Donc le principe, ça va être un peu le même que celui des contrôleurs. On va avoir une classe modèle principale. Donc cette classe va contenir toutes les fonctions basiques comme des find, find all, delete, update, insert. Et ensuite, nous allons créer des sous-modèles qui hériteront de cette classe-là et qui seront chargés de faire des commandes un peu plus spécifiques. Donc par exemple, pour les posts, getLast qui récupérerait les derniers, getTop pour récupérer les plus populaires et ainsi de suite. Donc on est parti. Première chose à faire, évidemment, c'est de créer cette fameuse classe modèle. Donc je vais me baser un petit peu sur contrôleur, voilà. Et cette classe, globalement, elle va s'appeler modèle. Et elle va avoir un premier petit constructeur. Donc on va appeler construct. Et pour l'instant, elle ne fera rien. Donc ce constructeur, il va être en public, function construct. Alors là, j'ai mon contrôleur et donc là, j'ai mon premier modèle et maintenant, je vais avoir besoin de créer des sous-modèles. Bon, pour créer mes sous-modèles, c'est très simple. Je vais aller dans mon dossier site. Vous avez vu, j'ai créé un dossier modèle et là, je vais y créer un nouveau fichier qui correspondra au nom de mon modèle. Donc là, par exemple, on va faire notre premier modèle qui permet de récupérer les articles qui s'appellent post en base de données. Donc là, j'appelle ça post. Donc de la même façon, je crée ma classe. Donc classe post extends de modèle. Et dedans, j'aurai mes fonctions personnalisées. Voilà, donc là, c'est tout ce que l'on va avoir à créer comme fichier. Donc vu que j'ai créé cette classe-là et cette classe-là, j'ai besoin de régler un petit peu mes includes et je vais rajouter en plus donc ma classe modèle. Par contre, je ne vais pas rajouter post, je les ajouterai seulement quand j'en ai besoin. Donc pour initialiser un modèle, moi ce que je vais faire, c'est tout simplement ici, au niveau de mon contrôleur, charger un modèle quand j'en ai besoin à travers une fonction que je vais appeler loadModel. Alors ça c'est une fonction, j'ai choisi arbitrairement le nom, je trouve que c'est la fonction la plus simple, mais si vous voulez appeler ça autrement, il n'y a pas de problème. Donc là, histoire de commencer à développer notre site final, je vais renommer cette fonction et plutôt que l'appeler index, je vais l'appeler view. Parce que globalement, sur une page, on voudra juste en voir une. Donc ça va être la fonction view. Donc là, j'ai créé cette fonction-là. Du coup, il faut que je crée le fichier qui correspond. Donc au niveau de mes vues, page, vous voyez, j'avais une première page index. Je vais renommer pour l'appeler view. Voilà. Donc globalement, dans mon contrôleur, je vais vouloir charger ce modèle. Donc je dois créer cette fonction loadModel. Donc cette fonction, elle va être partagée à travers tous les contrôleurs. Donc plutôt que la créer que dans ce contrôleur-là, je vais le créer dans le contrôleur principal. Donc cette classe ici. Donc là, j'édite ma classe contrôleur principal. Et tout en bas, je vais ajouter le load model. Alors cette classe, vous avez vu, elle a peut-être légèrement changé par rapport au précédent tutoriel. Au fur et à mesure, après les vidéos, je commente un petit peu le code, histoire que lorsque je vous donnerai les sources, vous sachiez un petit peu à quoi tout correspond. Donc là, je vais créer ma fonction. Donc, hop. Alors ma fonction, elle permet de charger un modèle.
Elle s'appelle loadModel et elle prend en argument le nom du modèle, name. Voilà, donc là ma fonction est créée, donc je vais la mettre à côté et je peux donc l'utiliser. Donc ici je vais faire this loadModel et je vais dire de charger le modèle post. Donc la première chose à faire, c'est d'inclure mon bon fichier. Donc le fichier qui s'appelle post et qui se trouve dans le dossier modèle. Donc ici, on est parti. Hop, c'est dans les contrôleurs. Je vais prendre l'URL de ce fichier. Donc file, c'est root.ds.modèle.ds. Le nom du fichier .php. Donc une fois que j'ai ce nom-là, j'inclus mon fichier, donc require, et ici je vais utiliser plutôt la fonction require once pour éviter qu'il réinclue plusieurs fois le même fichier si je charge plusieurs fois un modèle. Donc ici require once et je vais mettre le nom du fichier, donc c'est $file. Et j'injecte en fait cette classe dans une variable que je veux comme ceci, post. Donc là post, ben, c'est quoi? C'est le nom. Donc directement ici je peux mettre this $name et j'initialise cet objet en faisant new, le nom de l'objet, entre parenthèses. Donc là, vous vous souvenez, c'est un petit peu comme les contrôleurs. Donc petit détail, je vais éviter quelque chose, c'est que si jamais on change deux fois le modèle, je réinitialise deux fois l'objet. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai chargé deux fois cet objet-là. Donc ici, ce que je vais faire, je vais tester if isset this $name, ça veut dire est-ce que la variable est déjà définie? Si la variable est déjà définie, c'est pas la peine d'aller faire mon changement. Donc sinon, donc if différent de isset, dans ce cas-là, je fais mon changement. Donc dans le second cas, else, je vais mettre echo pas chargé, histoire qu'on voit si cette condition suffit. Donc là, vous voyez que bien dans le second cas, il fait bien le echo parce qu'il n'y a pas eu de changement du modèle. Voilà. Donc ici, j'ai mon modèle qui est chargé et je vais pouvoir créer mes premiers éléments. Alors au niveau de mon modèle, je veux avoir une première fonction, qu'on va appeler ça public, function, find, et qui permet de récupérer un enregistrement. Alors le problème, c'est que du coup, j'ai besoin de me connecter à la base de données. Donc, pour me connecter à la base de données, il faudrait que je fasse un nouvel objet PDO. Le problème, c'est que si je fais ça, l'objet PDO, il va être perdu si on change d'objet ou si on crée un nouveau modèle. Donc là, ce que j'aimerais bien avoir, c'est une variable qui me permet de savoir les connexions qui ont déjà été ouvertes. Et surtout, je veux pouvoir créer dans un fichier de configuration les informations concernant les bases de données. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement au niveau de la racine de mon site, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler config. Et dedans, je vais y mettre un nouveau fichier que je vais appeler conf.php qui contiendra l'ensemble des configurations de mon site. Alors les configurations, comment je veux stocker ça? Je vais créer une variable database. J'oublie pas d'ouvrir PHP avant. Donc, ma variable va s'appeler database. Et dedans, j'aurai un tableau qui sera indexé par les alias des bases. Donc on pourrait avoir une première base qui aurait l'alias défaut et une autre base, par exemple, qui serait pour seulement le blog et ainsi de suite. Donc là, moi, je vais avoir de toute façon qu'une seule base. Voilà. Et dedans, ici, j'y mets les différentes informations nécessaires à la connexion. Donc le nom d'hôte, ça va être localhost. Le nom de la base de données, donc database, moi c'est tuto. Le login pour se connecter à notre base de données MySQL, donc moi c'est root vu que je suis en local. Et notre mot de passe, password. Et là, ce n'est rien parce que je suis en local, donc j'ai pas de mot de passe. Voilà, le problème c'est que cette variable-là est créée. Donc je peux directement utiliser l'includes pour inclure ce fichier de conf. Require root.ds.config.ds.conf.php. Donc là, du coup, mon fichier de configuration est bien inclus. Le problème, c'est que cette variable, elle n'a pas de portée. Une fois que je vais être dans mes fonctions, je n'aurai plus accès à mes informations concernant ma base. Donc si ici, je fais par exemple un printer de database, hop, et que j'essaie d'afficher ma page, alors là, déjà, il détecte une erreur, ligne 13. Voilà, j'ai oublié un point virgule. Et ici, je vais enlever ce point. Donc, si je fais un printer de database, vous voyez qu'il me dit que ça connaît pas. Donc, une des techniques, ça consiste tout simplement à essayer de faire un global pour récupérer les variables parentes. Voilà. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. Le problème, c'est que database, si jamais à un moment dans un de nos scripts, on écrit database égale, on va le perdre. Donc du coup, pour éviter les problèmes, je vais créer une classe que je vais appeler conf
Et dedans, j'y mettrai ma variable, mais je la mettrai en statique. Statique, statique, ma variable. Hop. Donc là, je réindente un petit peu. Et lorsque j'en ai besoin, donc j'en ai besoin par exemple dans le constructeur du modèle, j'ai juste à faire conf, database. Donc là, pour m'assurer de ce que je dis, je mets juste un petit printer. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien mes informations. Donc au niveau du constructeur, je vais initialiser la base de données. Donc j'ai besoin de savoir déjà quelle configuration je dois utiliser. Est-ce que je dois utiliser default ou une autre? Donc au niveau du modèle, je vais créer une première propriété que je vais appeler DB. Voilà, qui contiendra en fait le nom de la base de données que l'on veut utiliser. Voilà, donc ici ça va très bien, DB, et on va l'appeler par défaut default. Du coup, au niveau de mon constructeur, je récupère les informations. Donc là, au lieu de mettre juste database, je mets entre crochets le nom du système que je veux utiliser. Hop. Donc ici, c'est visDB. Donc là, vous voyez que du coup, je récupère bien mes informations. Donc si jamais j'en avais plusieurs, dans mon modèle, il me suffirait juste de changer DB. Donc si par exemple mes postes étaient contenus dans une autre base de données, j'aurais juste à faire ici, au tout début, à faire public DB égale et à mettre par exemple post. Ou carrément on va mettre blog. Et là, dans ce cas-là, ça va créer une erreur parce qu'il ne connaît pas blog, mais vous voyez que c'est bien du coup utilisé. Donc, moi, je vais laisser par défaut. Et donc là, je vais mettre conf. Ouais, conf, allez, bon. Et je vais démarrer ma connexion et créer ce fameux objet PDO. Donc, $db égale new PDO. Donc, moi, c'est en MySQL. Le nom dot, donc là, je le récupère grâce à conf. Conf, hop. Donc, c'était host. Ensuite, point virgule, dbName, le nom de la base de données, égale, encore une fois, je le récupère grâce à conf. Conf, c'était database. Point virgule. Voilà. Point virgule. Ensuite, je dois mettre le nom d'utilisateur, donc c'est conf login. Et ensuite, le mot de passe, $conf password. Voilà, alors là, je me suis connecté. Ce que je vais faire plutôt un try et catch pour vérifier que j'ai pas de problème. Donc try. Dans ce cas-là, j'essaie de me connecter. Et si j'ai un problème, donc je déclenche une erreur, PDO exception. Donc je l'appelle $e. Et ici, je peux mettre un die de printer de $e, virgule true. Voilà. Donc là, je vais faire un premier essai. Je vois que je me connecte à la bonne base de données. Maintenant, volontairement, dans la conf, je fais une erreur. Et là, vous voyez que j'ai mon erreur. Alors, pour avoir une erreur un peu plus propre, là, j'ai carrément fait un printer. Mais je crois que par défaut, c'est $e et il y a une fonction getMessage. Enfin, une méthode getMessage. Voilà. Qui vous donne le nom de l'erreur. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez une gestion des erreurs et que vous pouvez faire une condition. Donc, je pense notamment ici, hop, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler $debug et qu'on va mettre à 1. Donc si jamais on a le debug à 1, on affiche le message d'erreur. Sinon, on mettrait un autre message comme quoi il y a par exemple la base de données n'est pas disponible. Donc là, on pourrait faire des conditions et vous allez voir qu'au fur et à mesure de notre classe, on pourra en mettre plein. If debug égale 1. Dans ce cas-là, hop, ou supérieur à 1, on peut imaginer qu'on aura 5 ou 6 niveaux de debug. Bon bref, supérieur à 1. Donc là, dans ce cas-là, on affiche l'erreur, else, die, impossible de se connecter à la base de données. Alors pourquoi faire ce système de debug? Tout simplement parce que lorsque vous allez travailler, vous allez avoir besoin de voir les erreurs. Donc là, c'est supérieur ou égal. Et lorsque vous allez mettre le site en ligne, pour éviter de vous faire hacker ou tout simplement pour éviter que les visiteurs se chopent des grosses erreurs qu'ils ne comprennent pas, on met le debug à 0. Donc on cache tout. Donc ça, ça permet surtout, comme je l'ai dit, aux visiteurs de ne pas voir les erreurs. Et ça permet aussi de rendre le piratage plus difficile. Vu qu'on ne sait pas si on arrive à faire planter le système, du coup, on ne voit pas les messages d'erreur et on ne sait pas comment ça fonctionne derrière. Voilà. Donc ici, j'ai mon objet DB qui va me permettre de faire mes requêtes. Mais le problème, c'est que dans mon find, j'ai aucun moyen de récupérer cet objet vu qu'il a été placé là. La première idée, c'est tout simplement de mettre cet objet-là en instance. Alors ça, je déconseille, c'est par exemple de mettre public PDO
égale false. Et à ce moment-là, hop, on stocke DB dans PDO. Alors ça, pourquoi c'est pas bon? Parce que ça veut dire qu'à chaque modèle qu'on va charger, il va se reconnecter à la base. Et ça, même si c'est plusieurs fois la même base. Donc ça, c'est complètement absurde. Donc du coup, ce que je vais créer, c'est au sein de mon objet, je vais créer une variable statique, donc qui sera propre, qui sera pas propre à une instance, mais générale. Et cette variable statique me permettra de sauvegarder les connexions. Donc ici, je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler connections. Voilà, et ça sera un tableau. Donc là, au niveau de mon constructeur, je vais, une fois que j'ai fini de me connecter à ma base de données, stocker dans connexion ma connexion. Donc modèle, connections, entre crochets le nom de ma configuration. Donc là, c'est default. Donc le nom, je le récupère grâce à visDB. Et là, au sein de cette connexion-là, je mets mon petit objet PDO. Donc là, je vais carrément l'appeler PDO pour éviter qu'on confonde avec l'objet DB là-haut. Voilà, et ici, je mets PDO. Donc au niveau de mon constructeur, ici, je vais mettre un petit écho. Écho, j'ai chargé la base et je m'y suis connecté. Voilà. Donc si après je recharge un autre modèle, donc là on va charger le modèle carrément racine au niveau de mon page contrôleur. Si ici je fais, alors on va supprimer ça, je fais new modèle, hop, carrément, hein. Bon, c'est pas propre mais on s'en fiche. Vous voyez que là il me dit qu'il y a un problème d'erreur parce que hop, au niveau de la conf j'ai oublié de remettre route. Voilà. Donc là il me dit j'ai chargé la base et je m'y suis connecté, mais il me le dit deux fois parce que la seconde fois où je fais un modèle, il refait la connexion. Donc ça va pas. Donc là, au niveau de mon modèle, tout ce que j'ai à faire, c'est avant de me faire mon try and catch, de vérifier si je n'ai pas déjà la connexion en stock. Donc ici, if iset ça veut dire que j'ai déjà une connexion. Dans ce cas-là, je m'arrête, return true. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il me dit j'ai chargé la base qu'une seule fois. Donc ça veut dire que la seconde fois, au second modèle chargé, il utilisera la connexion qui a déjà été générée au moment du chargement du premier modèle. Donc ça permet d'avoir un système plus optimisé et d'alléger un petit peu MySQL. Alors, maintenant que je suis prêt, je veux faire mon premier système. Donc là, j'aimerais bien par exemple récupérer la page où j'aurais envoyé l'ID dans l'URL. Donc là, au niveau de l'URL, j'envoie l'ID. Et après, j'ai besoin de la récupérer. Donc au niveau de ma base de données, il faut quand même que je fasse un premier insert. Donc ici, je vais dans ma table post, insert, et je vais insérer mon premier article. Donc je ne mets pas d'ID. Le nom, ça va être ma première page plutôt, ma première page. Au niveau de mon contenu, je vais mettre un lorem ipsum. Donc je vais en changer un vite fait là. Lorem. Voilà, donc on va le mettre entre paragraphes. Voilà. La date de création, je mets aujourd'hui. Le contenu est bien en ligne. Le type, c'est une page, donc ça c'est super important. Le slug, ça va être ma-première-page. Donc le slug, on ne s'en servira pas pour le moment, mais on s'en servira sûrement dans les derniers tutoriels pour avoir des routings et des URL propres. Et ensuite, au niveau de user ID, on va mettre 0 parce que personne n'a édité cette page-là. Voilà, donc là, si je regarde mes résultats, je vois bien que j'ai ma ligne. Donc ici, j'aimerais bien récupérer cette information. Donc pour faire ça, je vais faire un truc comme ça. Vis, le nom de mon modèle, post, et ensuite mes fonctions. Donc là, ça serait un find pour en trouver un. Et dans mon find, je vais mettre mes informations. Donc par exemple, hop, ma condition, donc conditions. Et ici, je vais dire que je veux que l'id soit égal à 1. Voilà. Et cet objet-là, ça me retournerait un tableau contenant toutes les pages qui correspondent à ma condition. Donc là, j'aurais juste à mettre $post. Et à la fin, je fais un petit printer pour voir ce que ça donne. Voilà, donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une manière d'écrire qui me semble assez logique. Donc on va rester sur celle-là. Donc si j'actualise ma page, évidemment, post n'affiche rien, tout simplement parce que ma fonction find, elle ne fait rien. Donc ici, ma fonction find, elle prend des informations, donc on va l'appeler rec, comme request, qu'est-ce que l'on veut faire, et on va construire notre première vraie requête SQL. Donc d'abord, notre requête SQL égale,
C'est un find. Donc globalement, c'est un select everything from le nom de ma table. Donc là, je vais être un petit peu embêté. Donc on va mettre table, where, et là, mes conditions. Voilà, donc ça, c'est notre petite structure. Alors maintenant, il va falloir y insérer un petit peu nos variables. Première chose à faire, c'est récupérer le nom de la table. Donc ici, au niveau de mon système, j'aimerais bien avoir une variable table. Donc cette variable table, elle va me servir dans plusieurs éléments, donc je vais la mettre au niveau de la déclaration de ma classe, donc table. Et au début, ça sera false, voilà. Donc du coup, cette variable, il faut l'initialiser. Donc ce que je vais faire, c'est au niveau de ma classe post, je vais pouvoir définir moi aussi le nom de la table. Table égale post. Donc ça, c'est pas forcément pratique parce que vous voyez qu'il y a une logique quand même. C'est-à-dire que le nom de la table, c'est le nom du modèle au pluriel. Donc moi, ce que je vais faire ça de manière automatique. Donc au niveau de mon constructeur, je vais mettre un petit commentaire. Je me connecte à la base. Voilà, donc je vais enlever le echo. Et ici, j'initialise quelques variables. Donc if this table égale false, ça veut dire que je n'ai pas initialisé le nom au niveau de mon sous-modèle. Mais dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais auto-deviner le nom de la table en mettant this table égale, j'ai besoin de récupérer le nom de la classe, donc je peux le faire grâce à la fonction getClass de this. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, je vais tester cette valeur au niveau du find, mettre un die this table. Hop. Donc si j'actualise, vous voyez que ça me sort post. Donc là, moi, ce que je le veux en minuscule et avec un S à la fin. Donc j'ai fait string to lower. Hop. Et ensuite, je rajoute un S. Donc voilà. Alors après, certains me diront, mais ta méthode de pluriel est absurde parce que genre si je mets catégorie avec un Y, il faudrait que ça convertisse en IES. Alors effectivement, c'est vraiment approximatif. Donc ça permet de régler la majorité des problèmes. Si vous voulez avoir une vraie fonction de pluriel, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire des expressions régulières qui gèrent ça. Donc là, le but, c'est d'éviter de passer 2 heures à gérer les pluriels. Et on va juste faire ça. Ça va correspondre dans la plupart de nos cas. Enfin, quasiment dans tous. Ouais, dans tous. Et du coup, c'est pas la peine de se prendre la tête si on sait qu'on ne va pas avoir de problème. Après, de toute façon, il est toujours possible ici de mettre un public table et de mettre le nom de la table. Voilà. Donc ici, automatiquement, vous voyez qu'il a bien détecté ma table post. Donc au niveau, je reviens au niveau de mon modèle principal. Hop, au niveau de mon find, ça va fonctionner. Donc là, j'ai bien ma table. Maintenant, je vais avoir besoin de récupérer les conditions et de faire ma requête. Alors, donc ici, je vais avoir besoin de récupérer ma connexion. Alors c'est un petit peu pénible en fait d'avoir appelé ça DB. Je vais plutôt appeler ça database. Ou conf plutôt, voilà, conf. Donc là, du coup, au lieu de mettre visDB, je mets visconf. Voilà. Au niveau, pareil, de la connexion, je mets visconf. Voilà. Là aussi, je mets visconf. Et une fois que j'ai fini, j'avais stocké ça, l'objet PDO, je ne l'avais pas stocké. Donc là, je vais aussi le stocker dans l'instance. Du coup, l'objet là, une fois que j'ai fini, je le stocke dans les connexions, mais je vais aussi le stocker dans une variable publique que je vais appeler db, donc qui sera du coup beaucoup plus simple à appeler. Donc là, j'ai juste à mettre visDB égale PDO. De la même façon, au lieu de faire un return true ici, juste avant, je vais mettre visDB et ici, je vais récupérer ma connexion qui est déjà active de toute façon. Voilà, donc ici, si je reviens, donc au niveau de mon système, j'ai besoin de récupérer les différentes informations. Donc on fait d'abord la requête dans une variable. $SQL égale select. Donc là pour l'instant je vais mettre everything from. Donc là le nom de ma table. This table. Que je vais renommer en le nom du modèle pour que ça soit beaucoup plus simple à appeler. Donc le nom du modèle c'est getClass de this. Point where et c'est tout, je ne mets même pas la condition, voilà, je la mettrai juste après. Donc ensuite je vais préparer ma requête, donc je vais prendre cette habitude, comme ça après ça me servira. Donc pré égale
db, db, donc c'est vis db, prépare, SQL. Donc là, ma requête est envoyée. J'ai ensuite besoin de l'exécuter. Donc ici, je fais prêt, execute. Et je n'envoie aucun paramètre. Et ensuite, j'ai besoin de récupérer les informations. Donc là, je fais return, prêt, fetch, all. Et à l'intérieur, je choisis de récupérer les données sous forme d'objet. Donc fetch underscore object. Voilà, donc là, ma requête est bien tournée. Hop. 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 Voilà. Alors, je les supprime. Voilà. Donc là, si vous actualisez, normalement, vous devriez avoir un premier index 0. Ça veut dire que c'est le premier enregistrement. Et ensuite, vos informations. Donc l'idée, le nom et les informations. Donc là, le truc, c'est que ma requête est super basique. J'ai besoin d'y ajouter mes conditions. Donc mes conditions, je vais les ajouter au fur et à mesure. Donc déjà, je vais tester si au niveau de rec, j'ai un index condition. Donc if i7 rec de conditions. Donc si j'ai des conditions, dans ce cas-là, à la fin de mon select, juste après cet endroit-là, je vais avoir besoin d'indiquer un where. Donc ici, $SQL, point égal, where. Mais ensuite, j'ai plus qu'à mettre ma condition. Donc ma condition, elle est ici. Hop. Point. Ma condition. Donc là, si vous actualisez, normalement, vous n'allez pas avoir de différence. Si par contre vous affichez votre requête, die SQL, hop, vous voyez qu'ici on a le where id égale 1. Du coup, ça fonctionne bien. Donc là, moi le problème c'est que je veux récupérer un seul enregistrement. Donc ce que je vais faire, je vais me créer une autre fonction que je vais appeler first. Voilà, qui globalement fera à peu près la même chose, sauf qu'elle retournera seulement le premier enregistrement. Donc ici, je me crée une autre fonction, find first, qui prend les conditions. Et ici, ce qu'elle fera, c'est qu'elle fera un find, en fait, vis find rec, sauf qu'elle retournera seulement le premier enregistrement. Donc on met current, qui permet de récupérer l'élément courant du tableau, donc le premier, et ça fera un return. Comme ça, hop, si j'actualise, vous voyez que j'ai plus ce fameux 0 au début, et j'ai directement mon objet. Donc cet objet, je vais l'envoyer à ma vue. Donc ici, j'ai juste à faire vis set post égale vis set post virgule mon post. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Alors j'avais mis un S, je ne sais pas pourquoi, je mets un seul. Donc là, je récupère mon article et je vais l'envoyer à la vue. Donc, si vous vous souvenez, c'est dans page / view. Mais là, au niveau de ma vue, je n'ai plus qu'à récupérer les informations et les afficher. Donc H1, le titre de ma page, donc c'est post name. Et ensuite, je dois afficher le contenu. Donc, hop, post content. Et du coup, vous voyez, j'ai le titre de ma page et j'ai mon contenu. Alors, plusieurs problèmes apparaissent. Premier problème, j'ai un problème d'encodage. Alors, ma base de données est bien en UTF-8. J'ai ensuite mes fichiers qui sont bien en UTF-8, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et si je regarde l'enregistrement, j'ai pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il y a un problème au niveau de la connexion de PDO, et c'était le même problème qu'on avait avec MySQL Query, c'est qu'il ne se connecte pas en UTF-8, mais en ISO. Donc on peut forcer un encodage au niveau de la connexion. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc, au niveau de mes modèles, ici, tout en haut, vous voyez que je me connecte. J'ai une première phrase qui dit quel moteur je me connecte. J'ai ensuite le login, le mot de passe, et on peut mettre un autre paramètre qui contient différentes configurations. Et nous, on va mettre une configuration pour l'initialisation de MySQL, donc PDO, MySQL _ init _ commande. Donc là, ça permet de lancer une commande au moment de la connexion à MySQL. Et cette commande, c'est set names UTF-8. Comme ça, on force MySQL à se connecter en UTF-8. Donc là, j'ai un petit problème de parenthèse ici. Hop. Voilà, c'est plutôt array et voilà. Donc ici, hop, ici petite erreur tout simplement. Voilà, il n'y a pas cette parenthèse à cet endroit-là. Donc là, vous voyez que maintenant, du coup, j'ai mon H1 et j'ai bien ma première page. Donc je vais rajouter une seconde page. Non structure, on va faire un insert. Voilà.
Donc je mets pas d'idée, je mets ma seconde page. Je mets un contenu. Donc un second contenu bidon. Et la date de création, encore une fois, ça sera aujourd'hui. Bon, ça peu importe, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance pour les pages. C'est en ligne. Le type, c'est page. Le slug, c'est ma seconde. Et le user ID, toujours 0. Voilà, donc si maintenant je veux aller à la seconde page, j'ai juste à mettre 2. Alors, vous voyez que ça ne marche pas, évidemment. Hop, je me suis trompé. Au niveau de l'injection, là, lorsqu'on envoie l'idée, on envoie l'idée qu'on récupère ici. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai bien mon second contenu. Par contre, petit problème, c'est que si quelqu'un s'amuse à mettre n'importe quoi, là, on se retrouve avec un problème. Parce qu'au niveau de ma vue, je récupère des informations qui ne correspondent pas. C'est que là, je n'ai pas de page. Donc ici, if empty de $post, ça veut dire que ça n'existe pas. Dans ce cas-là, je vais mettre une erreur. Sauf que ça, c'est pas très propre. Donc ce que je vais faire plutôt, je vais carrément créer une fonction dans mon contrôleur que je vais appeler vis E404 comme erreur 404. Tout simplement parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse commencer une fonction par une virgule. Donc E404 et ici, page introuvable. Donc au niveau de mon contrôleur, hop, et sinon, else, au niveau de mon contrôleur, ici, principal, je vais créer cette fonction, hop, func, permet de gérer les erreurs 404. Donc ici, je l'appelle E404 et ça prend en paramètre le message. Donc là, si vous vous souvenez, on avait fait un petit truc similaire dans le dispatcher. Donc là, je vais réouvrir mon dispatcher. Donc ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas ouvert. C'était ça. Donc là, tout simplement, hop, je vais copier ces éléments-là. Dans mon contrôleur, d'abord, je set le message. Donc j'ai juste à faire vis set. Ensuite, je fais mon rendu, donc vis render. Et ensuite, je fais un petit die pour dire de s'arrêter. Donc là, ça veut dire qu'aussi au niveau de mon dispatcher, j'ai plus tout ce code à faire. Donc même le header, je vais le prendre. Et j'ai juste à faire ici, hop, contrôleur E404. Et ici, le message, je le récupère dans la variable. Donc là, au niveau de mon contrôleur, je mets le header, juste avant le render plutôt. Voilà. Et du coup, j'ai bien page introuvable. Par contre, encore un petit problème, c'est qu'ici, alors par contre, encore un autre petit problème, c'est les injections. Si quelqu'un met des guillemets, donc là vous voyez que j'ai toujours page introuvable, par contre, parce que tout simplement ça retourne bien false, mais ici on n'a pas l'affichage des erreurs. Donc au niveau de PDO, je vais mettre hop, $PDO set attribute PDO $atr underscore R mode, donc l'erreur mode, et on peut le mettre à plusieurs fonctions. Donc je l'ai trouvé ici sur la documentation. Donc vous pouvez
c'était pas mal de configurations, mais ici c'est le type d'erreur. Vous avez silent, qui est l'option par défaut. Warning, vous avez des erreurs. Et exception, ça déclenche des exceptions que vous pouvez gérer vous-même. Donc là, moi, je vais mettre le truc de bourrin, je vais mettre un warning qui me permet tout simplement d'afficher une grosse erreur. Donc l'avantage, c'est comme ça, pendant ma phase de debug, ça va me permettre de savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et là, vous voyez du coup que quand on met des guillemets, notre requête s'affole. C'est logique parce que si vous remplacez les guillemets dans votre where, ça donne une requête qui ressemble à rien. Si vous faites un petit die SQL, hop, voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est pas du tout propre. Alors pour éviter ce problème d'injection, tout simplement, on va pas passer les arguments directement comme ça, on pourra, mais on va plutôt les passer dans un tableau qui contiendra l'index et la valeur. Voilà. Donc ce tableau, il pourra avoir un index plusieurs choses, donc on pourrait avoir juste ID ou des trucs comme ça. Hein. Donc là, pour l'instant, on va partir sur l'index simple. Donc ici, on va avoir pas mal de conditions à faire. Donc on va séparer. Hop. Et là, on va mettre construction de la condition. Voilà. Et comme ça, on va faire des conditions au fur et à mesure. Donc si jamais on a besoin d'un order, on fera la même chose. Une condition, on testera est-ce qu'on a un order et on ajoutera à notre boucle SQL. Donc ici, j'ai mis mon where. Donc là, j'ai enlevé le recondition à la fin et on va incrémenter un tableau qu'on va ensuite réinjecter au niveau de la requête. Donc ici, j'ai besoin de parcourir chaque condition. For each rec conditions. Et ici, je vais mettre as $k $v. Donc ce que je vais faire juste avant, c'est tester si recondition est bien un tableau. Donc if différent de is underscore array ma condition. Donc si ce n'est pas un tableau, directement, je rajoute à SQL. Ça veut dire que j'ai voulu faire une requête un petit peu personnelle. Donc voilà. Sinon, je vais faire mon for each et faire tout mon système. Hop. Donc là, pour chaque condition qu'on a trouvée, donc là, mes conditions, globalement, ça va être du style id égale, alors c'est $k égale $v. Égale $v. Le truc, c'est que, donc globalement, toutes les conditions vont être de ce style-là. Sauf qu'ici, le $v, il faudra que je rajoute un add slashes pour éviter ou un MySQL escape string. Donc là, ce que je vais faire, c'est créer un tableau pour ensuite pouvoir faire un implode et mettre des end entre chaque élément. Donc là, j'ai appelé un tableau cond égale array. Voilà. Et ici, je mets $cond égale $k égale $v. Voilà, sauf que le $v, il faut que je n'oublie pas d'enlever les petits signes qui pourraient poser problème. Donc MySQL underscore escape string. Et ici, je mets $v. Donc là, comme ça, j'ai nettoyé ma petite variable. Et une fois que j'ai fini, ici, j'ai juste à mettre après mon where, mon implode de $cond. Alors le implode, je ne me souviens plus comment il fonctionne, si on doit mettre d'abord le caractère à l'intérieur au début ou pas. Donc je vais regarder ça sur php.net. Voilà. Donc d'abord, l'élément qui les ajoute, c'est un end. Et ici, $v. Et ici, au niveau des pièces, c'est cond. Si à la fin de toute cette boucle, je fais un petit die SQL, histoire qu'on voit un petit peu où on va, vous allez voir que j'ai ma requête qui est normalement bien formatée. Donc là, petite erreur ligne 8. Hop, j'ai mis un point virgule qui était inutile. Et ici, j'ai mis un arrow au lieu de array, ligne 53 de modèle. Hop, 53. Voilà. Donc là, vous voyez que du coup, ça a mis where id et ça a supprimé ça. Donc l'idée, moi, ce que je vais faire, je vais tester si c'est numérique. Donc, if is underscore numérique, if is underscore numérique $v. Si c'est numérique, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire le escape. Sinon, je fais un escape et en plus, je l'entoure de guillemets. Hop, pour éviter les problèmes. Donc ici, ça ferait hop, hop, hop. C'est plutôt différent de numérique. Hop, différent de numérique. Donc là, si je fais un test, vous voyez que ça me met bien entre guillemets ma chaîne de caractères que je cherche. Donc si je cherche test, ça me met bien test entre guillemets. Si par contre je teste un chiffre, hop, ça détecte que c'est numérique et ça ne met pas les guillemets autour. Du coup, ça me permettra de faire des tests
notamment par exemple de tester. Donc ça me permettra de faire des tests un petit peu différents. Donc après, comme je vous l'ai dit, le système de modèle, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fini de grossir. J'ai regardé un petit peu comment a été fait le système de modèle de CakePHP. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de lignes. Donc là, vraiment, on va juste créer le modèle au fur et à mesure qu'on a besoin des fonctions. Donc évidemment, on n'aura pas quelque chose qui gérera tous les cas. C'est pas possible, mais on aura un truc qui fonctionnera déjà plutôt bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a nos deux pages. Donc là, j'ai enlevé le die, ça devrait refonctionner. Non, je ne l'ai pas enlevé. Voilà. Donc là, j'ai ma première page et ma seconde page. Donc ce que je vais faire, je vais en profiter pour faire le menu. Et après, on va s'arrêter là. On enchaînera sur la gestion, sur l'affichage du blog ou carrément la gestion de l'administration, on verra. Donc la première chose, c'est que j'aimerais bien mettre le titre dans le titre en haut de mon URL. Donc ici, si j'ouvre mon layout par défaut, donc c'était default, ici, ce que je vais faire, je vais mettre une variable que je vais appeler title for layout. Le problème, c'est que si je fais ça, il me dira que ce n'est pas défini. C'est ce que vous voyez là-haut. Donc si ce n'est pas défini, ce que je vais faire, je vais mettre if, ou carrément du ternaire, donc i7 point d'interrogation, ça. Donc si c'est défini, je l'affiche, title for layout. Sinon, j'affiche mon site. Voilà. Donc là, vous voyez que du coup, j'ai bien mon site qui s'affiche. Et au niveau de ma vue, donc que je vais appeler view, je vais pouvoir définir le titre. Donc pour définir le titre, c'est très simple. Hop, je mets title, ou carrément, ouais non, je vais le mettre là. Je vais mettre title for layout égale $post name. Et là, vous voyez que si j'actualise, vous avez bien votre titre. Hop, si je vais sur la page 1, j'ai ma page 1. Du coup, l'avantage, c'est que depuis une vue, on va pouvoir initialiser des variables pour le layout par défaut. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a notre système de page et comme je l'ai dit, on va créer notre menu. Donc le menu, je vais le créer dans le layout et on est parti. Donc si je me souviens bien, hop, je vais reprendre le code ici. C'est ça. Donc là, j'ai repris le code du Bootstrap de Twitter. Donc là, en haut, j'ai mon titre. Donc là, ça va être mon site. Et ensuite, je vais parcourir l'ensemble des résultats qui correspondent à mes différentes pages. Donc là, au niveau de mon contrôleur, ça veut dire que je dois déclarer une nouvelle variable qui s'appellera menu ou page. Alors d'ailleurs, là, je l'ai appelé post, mais c'est pas du tout bon, c'est plutôt une page. Donc là, on va essayer d'appeler ça convenablement. Voilà. Donc là, je vais récupérer toutes les pages. Page avec un S égale this, post, find. Donc là, je ne mets pas first parce que je vais en récupérer plusieurs et on est parti. Donc conditions égale array. Je veux juste celles qui sont de type page. Voilà. Et d'ailleurs, cette condition, je vais en profiter pour la mettre là-haut. Comme ça m'évitera de récupérer des articles. Hop. Donc là, j'ai mes différentes pages et j'ai juste à faire un vis7 et d'envoyer. Donc là, ça peut être pénible à chaque fois de faire plusieurs vis7. Donc carrément, on va créer un tableau, comme on avait vu au moment de la création de cette fameuse fonction. Et directement, je peux envoyer ce tableau au vu en faisant ça. Voilà. Donc là, comme ça, on aura deux variables. On aura page et page. Sauf qu'il y en a une qui aura un S. Donc là, il me dit que... Donc là, il me sort une erreur, tout simplement parce que cette variable, forcément, n'existe pas. Donc là, hop, c'est plutôt celle-là. Donc là, elle fonctionne. Donc là, il me dit undefined variable post. Donc au niveau de ma vue, vu que j'ai fait des changements, c'est plus post mais page. Hop. Voilà. Donc là, ça devrait un petit peu mieux fonctionner. Ligne 1. Voilà. Donc là, ça fonctionne mieux. Et donc, je continue sur mon menu. Au niveau de mon layout par défaut, je fais une petite boucle for each à cet endroit-là. Donc là, for each, $page avec un S as $p. Donc, j'ai pas besoin de récupérer l'index, donc je mets pas une flèche et le K et le $v. Et ici, je vais récupérer mes différentes pages. Donc, j'ai besoin d'un li. Donc là, pour l'instant, je vais mettre l'URL à l'arrache. On verra après comment faire ça un petit peu mieux. Donc là, l'URL, c'est l'URL de base, donc base URL, ./page, / l'id de la page. Donc l'id, c'est PID. Et ensuite, je mets mon titre, donc c'est $p name. Et ensuite, à l'intérieur du lien, je mets mon titre, $p name. Donc si j'actualise,
vous voyez que du coup, j'ai bien mes liens. Si je clique sur le premier, j'accède à la première page. Donc là, j'ai oublié de mettre /view. Hein. J'accède bien à ma première page. Hop. Je reviens en arrière, j'actualise. J'accède bien à ma première page et ici j'accède bien à ma seconde page. Donc je ne vois pas les contenus parce qu'il n'y a pas de padding ici au début. Donc là, au niveau de mon container, je vais mettre un petit style à la volée. Bon, c'est moche mais c'est efficace. Margin ou padding top, plutôt padding top de point de 60 pixels. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien donc mon système de pages. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là. Donc, petit rappel de ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris à utiliser le système de modèle. Donc globalement, le modèle, c'est une couche d'abstraction. C'est ce qui va nous permettre d'interagir avec la base de données de manière plus simple. Donc évidemment, la première fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on va devoir concevoir le système de modèle. Mais après, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite parce qu'on va pouvoir faire d'autres fonctions qui seront des raccourcis vers des requêtes SQL. Donc si vous êtes un peu plus avancé et que vous utilisez tout simplement des couches d'abstraction déjà dans vos projets PHP, vous pouvez tout simplement remplacer ces modèles par votre couche d'abstraction. Et du coup, ici, au niveau de vos contrôleurs, vous aurez des fonctions différentes, mais c'est des fonctions qui vous permettront d'interagir avec vos tables plus simplement. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons voir un petit peu comment gérer la différence entre les posts et les pages. Donc voir un petit peu ça. Et on verra aussi sûrement les débuts du routing pour avoir des URL plus formatées. Donc normalement, à la fin du prochain tutoriel, on aura toute la partie front office qui sera fonctionnelle. On aura le blog qui va fonctionner et les différentes pages. Et tout ça avec des URL bien formatées. Et après, dans le prochain chapitre, on verra le back-office et les systèmes d'identification. Donc comment connecter un utilisateur et vérifier qu'il ait bien accès ou non au back-office. Donc voilà, rendez-vous au prochain chapitre.